Bienvenue dans ce voyage à travers l'évolution de l'espace. Les mesures montrent que la lumière provenant de sources lointaines change de longueur d'onde au fur et à mesure que l'espace se dilate, un processus qui a commencé il y a des milliards d'années. Cette expansion mesurable a régulièrement modifié la position des étoiles et des galaxies, laissant derrière elles des indices dans les nouvelles teintes de la lumière ancienne. L'enregistrement de ces changements est plus qu'une simple collecte de données scientifiques. C'est une histoire écrite dans le temps. La transformation progressive de la lumière révèle comment la matière, autrefois étroitement regroupée, s'est dispersée dans la structure complexe qui sous-tend l'histoire de tout ce qui existe. En même temps, notre propre présence devient une partie de ce récit, un élément petit mais curieux dans une chronologie qui s'étend au-delà de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons étudier comment l'expansion lente mais inexorable a façonné la distribution de toute la matière et des structures environnantes. Imaginez que vous vous trouviez sous un ciel nocturne, dégagé, et que vous réalisiez que les étoiles que vous voyez ne sont pas immobiles. Elles font partie d'une histoire en constante évolution. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'espace s'étend au fil du temps. Les galaxies lointaines, avec leurs douces lueurs, sembleront s'éloigner les unes des autres. Ce mouvement n'est pas seulement le fait d'objets errants dans le vide, c'est l'expansion de l'espace lui-même. Cet effet est mesuré par un phénomène appelé décalage vers le rouge, où la lumière se déplace vers des longueurs d'onde plus grandes et plus rouges au fur et à mesure qu'elle voyage dans l'espace de plus en plus grand. Notre voyage commence par une observation faite il y a plusieurs décennies, lorsque des astronomes ont remarqué que la lumière provenant de galaxies lointaines s'étirait et se décalait vers le rouge. C'est comme si l'on observait un motif familier changer lentement de teinte au fil du temps, révélant ainsi que la distance qui nous sépare de ces points éloignés augmente. Les premières mesures s'apparentaient à l'observation d'un simple ballon qui se gonfle, chaque point de sa surface s'éloignant des autres au fur et à mesure qu'il se dilate. Cette observation a fourni le premier indice que l'univers n'est pas statique, mais en constante expansion. Cependant, il ne s'agit pas seulement de galaxies qui s'éloignent les unes des autres, mais aussi de la façon dont cette expansion remodèle la structure même de l'univers. Dans sa jeunesse, l'univers était dense et rempli des matières premières nécessaires à la formation des étoiles. Dans ces conditions, les nuages de gaz s'effondraient rapidement, donnant naissance à des étoiles brillantes et énergétiques. Mais au fur et à mesure que l'espace s'est étendu, cette matière est devenue plus diffuse. Cet amincissement progressif de la matière signifie que les conditions autrefois favorables à la formation active d'étoiles sont devenues moins idéales, ce qui a entraîné un lent déclin de la naissance de nouvelles étoiles. Nous y reviendrons plus tard. Cet amincissement de la matière joue un rôle crucial dans l'évolution cosmique. À mesure que les galaxies s'éloignent les unes des autres et que leurs matériaux constitutifs deviennent moins concentrés, l'énergie nécessaire à l'éclosion d'une nouvelle vie stellaire devient moins accessible. Au fil du temps, l'univers passe d'une ère d'activité vibrante à une ère où les vieilles étoiles vieillissent et s'éteignent, et où la naissance brillante de nouvelles étoiles devient un événement rare. Ce changement ne modifie pas seulement la forme des galaxies, il peut aussi avoir des conséquences profondes pour les planètes en orbite autour de ces étoiles, jetant les bases d'un avenir cosmique plus silencieux et plus isolé. De nombreux éléments de preuve viennent étayer cette histoire. Les astronomes utilisent plusieurs méthodes pour reconstituer le puzzle de l'expansion. En mesurant le décalage vers le rouge d'innombrables galaxies et en utilisant ce que l'on appelle des bougies standards, des objets dont la luminosité intrinsèque est connue, ils confirment que plus un objet est éloigné, plus il s'éloigne rapidement. Les observations effectuées au cours du siècle dernier suggèrent même que cette expansion s'accélère, ce qui ajoute au mystère. L'idée que l'espace lui-même ne se contente pas de s'étendre, mais qu'il le fait à une vitesse croissante, nous rapproche de la compréhension du destin de toutes les structures cosmiques. L'étirement de l'espace jette les bases de l'évolution cosmique, et ce processus influence tout, y compris les mécanismes qui créent les étoiles et conduisent finalement à leur extinction. Dans de nombreuses galaxies spirales,
de vastes nuages de gaz et de poussière servent de nourriture et de berceau aux nouvelles étoiles. Ces nébuleuses, qui agissent comme des pouponnières stellaires, contiennent les matières premières nécessaires à la formation des étoiles. Sous l'effet de la gravité, les régions les plus denses de ces nuages commencent à s'effondrer. Au fur et à mesure que le gaz se condense, sa température augmente et atteint finalement le point où la fusion nucléaire s'amorce au cœur de l'étoile. C'est la naissance d'une nouvelle étoile, un processus qui se déroule continuellement dans les bras spiraux où la matière fraîche est abondante. Contrairement à elle, les galaxies elliptiques présentent une image complètement différente. Au fil du temps, les processus actifs de formation d'étoiles dans ces galaxies ont presque épuisé le gaz disponible, ne laissant derrière eux qu'une population d'étoiles plus anciennes, vestige d'une époque où les conditions étaient plus favorables à la naissance de nouveaux corps célestes. Cette situation est encore aggravée par l'expansion continue de l'espace-temps. Comme il reste peu de gaz interstellaire pour alimenter de nouvelles formations, ces galaxies se caractérisent par une faible luminosité et une population stellaire vieillissante. La vie d'une étoile est définie par la consommation progressive de son combustible nucléaire. À ses débuts, l'énergie générée par la fusion nucléaire lui permet de briller. Toutefois, au fur et à mesure que le combustible s'épuise au cours de millions ou de milliards d'années, la puissance de l'étoile diminue. En fonction de sa masse, une étoile peut terminer sa vie par une explosion spectaculaire ou simplement se refroidir et disparaître. Quelle que soit la voie empruntée, l'extinction des étoiles est une conséquence naturelle de l'épuisement du combustible. Ce processus marque non seulement la fin de la vie active d'une étoile individuelle, mais contribue également au déclin général de la formation d'étoiles dans la galaxie. Au fur et à mesure que la population stellaire d'une galaxie vieillit, des changements importants se produisent. Dans les régions riches en gaz, la formation d'étoiles se poursuit sans interruption, remplissant la galaxie d'étoiles jeunes et brillantes. Toutefois, lorsque les réserves de gaz diminuent, comme on l'observe dans les galaxies elliptiques, la formation de nouvelles étoiles ralentit considérablement. Au fil du temps, l'absence d'un afflux régulier de nouvelles étoiles conduit à une accumulation d'étoiles vieillissantes et peu lumineuses. Cette transition transforme des régions autrefois dynamiques en zones où les processus qui alimentaient la naissance d'étoiles ont effectivement cessé, créant progressivement un vide cosmique. Alors que le cycle énergétique de la naissance et de la désintégration des étoiles suit le rythme du temps cosmique, l'univers entre dans une phase d'obscurcissement long et progressif. Même les étoiles les plus résistantes, les naines rouges, connues pour leur étonnante longévité, finiront par épuiser leur combustible nucléaire. Au cours de ces années crépusculaires prolongées, la marche implacable du temps transforme les amas d'étoiles lumineux en vestiges qui s'assombrissent et se refroidissent. Les naines rouges, qui brûlent leur combustible à un rythme mesuré depuis des billions d'années, perdent progressivement l'énergie qui définissait autrefois leur éclat. À chaque époque, d'innombrables étoiles vieillissent dans les galaxies, perdant de leur éclat, et l'effet cumulatif laisse ce qui fut une brillante tapisserie cosmique de plus en plus terne. La lente disparition des populations stellaires laisse présager un avenir où les processus dynamiques de formation d'étoiles prendront fin. Au fur et à mesure que les étoiles s'éteignent, les galaxies se transforment en amas d'anciens vestiges. La présence silencieuse des naines blanches, les noyaux denses qui restent après l'extinction des feux nucléaires, contraste fortement avec les débuts explosifs des étoiles mères. À côté d'elles, on trouve des étoiles à neutrons, vestiges ultra-denses d'étoiles ayant survécu à des supernovae cataclysmiques, et les énigmatiques trous noirs, dont l'attraction gravitationnelle défie toute explication, si ce n'est par des effets quantiques. Ces vestiges soulignent encore davantage le caractère inévitable de ce long crépuscule. Quelle que soit la stabilité apparente d'une étoile, elle succombera elle aussi au lent et inexorable processus d'extinction. À mesure que la lumière des étoiles s'éteint, l'univers subit une transformation encore plus profonde. Avec moins d'étoiles actives émettant de l'énergie, la température globale du cosmos diminue régulièrement. Dans ce scénario, souvent appelé Big Freeze ou Heat Death,
L'énergie qui alimentait autrefois l'évolution dynamique des galaxies se dissipe dans le vide froid de l'espace. Sur des échelles de temps incompréhensibles, les restes des feux stellaires se refroidissent jusqu'au zéro absolu. Même les trous noirs supermassifs qui dominaient autrefois le centre des galaxies n'échapperont pas à ce destin. Sous l'effet de processus tels que le rayonnement de Hawking, ils s'évaporeront lentement sur des périodes estimées à environ 10 à la puissance 100 ans. La descente glaciale vers le zéro absolu crée un environnement où tous les processus actifs cessent. L'énergie étant si peu répandue dans le cosmos, les moteurs de la formation stellaire, autrefois brillants, ne s'allument plus. L'univers sombre dans un état de vide profond. Dans cet air de calme, l'univers semble presque statique, une vaste étendue où le temps se poursuit sans qu'aucun changement significatif ne se produise. Le grand gel ne laisse derrière lui que de la matière froide et inerte, qui s'évanouit lentement dans l'obscurité. En contraste frappant avec le lent déclin du grand gel, un autre scénario envisage une fin beaucoup plus violente. Si l'énergie noire, la force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'espace, continue de s'intensifier, elle pourrait finir par vaincre les forces les plus puissantes qui lient la matière. Dans le scénario du Big Rip, l'énergie noire atteint un point de rupture où son influence répulsive déchire les galaxies, les amas d'étoiles et, en fin de compte, la matière elle-même. Dans un premier temps, les amas de galaxies se désintégreraient en raison de l'affaiblissement de la colle gravitationnelle qui les maintient ensemble. Ensuite, des galaxies entières seraient détruites, les étoiles et les planètes dérivant de leurs orbites, à mesure que les liens gravitationnels sont définitivement rompus. Cette progression est à la fois spectaculaire et systématique. À mesure que l'influence de l'énergie noire s'accroît, même les forces atomiques qui maintiennent les molécules ensemble pourraient finir par se fracturer. Dans ce scénario, la désintégration commence aux plus grandes échelles cosmiques et descend en cascade jusqu'aux plus petits composants de la matière, y compris les protons eux-mêmes. Si le rythme actuel de l'expansion accélérée se maintient, les prévisions suggèrent que le Big Rip pourrait se produire dans environ 10 à la puissance 22 ans. Cet événement cataclysmique déchirerait l'univers, ne laissant rien d'intact, et mettrait un terme définitif au récit cosmique. En contrepoint du Big Rip, une autre possibilité théorique suggère que l'univers pourrait inverser son expansion. Si l'équilibre de certains facteurs encore inconnus se modifie, la gravité pourrait même l'emporter sur la poussée de l'énergie noire vers l'extérieur, forçant ainsi le cosmos à se contracter à nouveau. Dans ce scénario hypothétique, souvent appelé Big Crunch, l'univers tout entier s'effondre progressivement en un seul point ultra dense. Lorsque la matière et l'énergie sont comprimées dans un volume de plus en plus petit, les conditions deviennent suffisamment extrêmes pour déclencher des processus quantiques qui défient la physique conventionnelle. À ce stade de compression extrême, les lois de la physique telles que nous les comprenons s'effondrent. Les fluctuations quantiques et d'autres effets exotiques dominent, jetant potentiellement les bases d'un nouveau départ, un nouveau Big Bang qui réinitialise le cycle cosmique. Le modèle cyclique de l'univers présente une vision de renouvellement sans fin, où chaque phase d'expansion est finalement suivie d'une contraction, et le cycle se répète à l'infini. Bien que hautement spéculatif, le Big Crunch nous rappelle que le destin de l'univers n'est peut-être pas un simple voyage à sens unique vers l'oubli, mais plutôt un processus complexe avec un potentiel de renaissance. Alors que le destin de l'univers se déroule sur des billions d'années, les défis auxquels notre planète est confrontée sont immédiats et urgents. Le grand récit cosmique, marqué par un lent déclin et des cataclysmes lointains et spectaculaires, contraste fortement avec les changements rapides et transformateurs qui se produisent sur Terre. Le changement climatique, les pandémies et diverses catastrophes technologiques définissent l'avenir de la civilisation humaine à des échelles de temps que nous connaissons directement. Bien qu'insignifiants par rapport au vaste effacement cosmique, ces problèmes sont essentiels à notre survie et à notre bien-être. Pour relever ces défis à l'échelle de la Terre, il faut adopter une double approche, atténuer les risques immédiats tout en tenant compte des conséquences à long terme de nos actions. La même recherche scientifique qui nous aide à comprendre le destin lointain du cosmos guide également nos efforts en matière de protection de l'environnement et de gestion des ressources mondiales. Cela nous rappelle simplement que, bien que l'univers soit vaste,
et que son évolution s'étende sur des éons, les choix que nous faisons aujourd'hui ont un impact immédiat sur l'avenir de la vie sur notre planète. L'histoire est remplie d'exemples de problèmes et de phénomènes qui n'avaient pas été prévus à l'époque. En 1900, année lointaine, bon nombre des menaces actuelles étaient inimaginables. De même, dans les décennies à venir, des défis et des opportunités que nous ne pouvons pas encore concevoir pourraient se présenter. Ces inconnus nous rappellent avec force que notre compréhension de l'univers et de notre propre existence reste incomplète. L'histoire du cosmos n'est pas simplement un récit de résultats prédéterminés. C'est un dialogue permanent entre l'observation, la théorie et un paysage de possibilités en constante évolution. L'ouverture à l'inattendu est essentielle au progrès. Qu'il s'agisse d'affiner nos modèles d'évolution cosmique ou de développer de nouvelles technologies et politiques pour résoudre les problèmes mondiaux, l'esprit d'exploration doit rester vivant. La vitesse de la lumière est l'un des concepts les plus fascinants et les plus mystérieux de l'univers. Elle est considérée comme la limite de vitesse cosmique, au-delà de laquelle rien ne peut aller plus vite. Et si je vous disais qu'il est possible d'atteindre cette vitesse incroyable? Bien que cela semble impossible, les lois de la physique le rendent possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde fascinant de la vitesse de la lumière et voir comment vous pouvez vous rapprocher de cette vitesse incroyable. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à un voyage vers l'inconnu en explorant les limites de ce qui est possible dans l'univers. Rappelons d'abord ce qu'est la vitesse et comment fonctionne la lumière. En physique, on appelle vitesse une certaine valeur égale à la distance parcourue par un objet en un certain temps, sans direction précise. Lorsqu'un objet se déplace, il augmente sa masse et le niveau de son énergie cinétique. Ainsi, plus il se déplace rapidement, plus il gagne en masse et plus son énergie augmente. Ainsi, par exemple, plus une fusée spatiale se déplace rapidement, plus l'ampleur de sa destruction en cas de collision avec un corps météoritique sera importante, et plus elle consommera d'énergie. En particulier, les objets peuvent modifier leur vitesse en fonction du milieu et de sa composition moléculaire en raison du frottement. Tout cela fonctionne donc pour les objets qui ont une masse. Mais qu'en est-il des particules qui n'ont pas de masse, comme les photons? Voyons maintenant ce que nous savons de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique résultant de l'émission d'énergie par des corps chauffés et perçus par nos yeux. Cependant, la lumière est probablement aussi une onde et peut être décrite comme un flux de particules ou de quantas sans masse, les photons. La vitesse de la lumière est de 299 338 km par seconde et, dans le vide cosmique, c'est probablement la vitesse limite de l'univers tout entier. C'est ce que nous apprend l'œuvre fondamentale d'Albert Einstein, qui a changé la façon dont nous comprenons notre univers, la relativité générale. Si l'on résume cette théorie en une phrase, son idée principale est que la gravité est une courbure de l'espace, et non une force qui agit sur tous les objets, et que les lois de la physique s'appliquent partout de la même manière. Mais quel est le rapport avec la lumière? Selon la RG, la lumière est constante, c'est-à-dire qu'elle a toujours la même vitesse et qu'elle est probablement le phénomène le plus rapide de tous. Les raisons en sont l'absence de masse des photons et l'absence de déplacement de la lumière le long de la ligne du temps. Selon la RG et le modèle parabolique de Hermann Minkowski, le professeur d'Einstein, le temps est unifié, ce qui signifie qu'il n'y a pas de temps et d'espace séparés. Notre univers a 4 dimensions. 3 dimensions spatiales, X, Y et Z, et une dimension temporelle T. L'espace étant 1, tout ce qui s'y trouve est interconnecté. Par conséquent, selon l'endroit où vous vous trouvez dans l'espace-temps, vous interagissez différemment avec le temps et l'espace, T. Imaginons cela à l'aide d'un simple système de coordonnées avec une ligne de temps et d'espace. Si vous êtes assis ici, en train de regarder cette vidéo, par exemple, vous vous déplacez uniquement dans le temps. Votre position dans l'espace ne change pas et vous n'avez aucune vitesse. Cependant, si vous décidez d'aller au magasin, vous vous déplacerez à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est précisément à cause de la structure de l'espace-temps que nous ne pouvons pas synchroniser les montres en raison de la dilatation du temps. Des scientifiques l'ont également prouvé en 1971. Les chercheurs ont placé des horloges à hydrogène dans des avions au sol et ont fait le tour du monde. Après l'atterrissage,
il s'est avéré que les horloges des avions tournaient plus lentement d'environ 1/1000e de seconde. La lumière, quant à elle, ne se déplace que dans l'espace. Elle ne ressent pas l'influence du temps, si bien que si l'on plaçait une horloge sur elle, elle semblerait suspendue. De plus, la lumière n'ayant pas de masse, elle n'est pas affectée par la gravité. Cependant, si elle passe à proximité d'un trou noir ou d'une étoile, ou plus précisément le long des lignes géodésiques de l'espace-temps à proximité d'un corps massif, sa trajectoire et sa consommation d'énergie augmentent et s'incurvent, mais sa vitesse reste constante. Alors, si la vitesse de la lumière est constante et que les photons ne sont pas affectés par le temps, surtout dans l'espace, comment pouvons-nous l'atteindre ou même la dépasser? Un objet de masse, comme vous et moi, ou un vaisseau spatial, ne peut pas se déplacer à la vitesse de la lumière, car cela nécessiterait une énergie infinie. Cependant, il existe une autre raison intéressante. Nous nous déplaçons déjà à la vitesse de la lumière. Le modèle de Makovsky nous l'a appris. Plus nous nous déplaçons vite, plus nos horloges ralentissent. Cependant, comme nous avons une masse, le temps nous affecte et nous ne nous déplaçons pas physiquement à la vitesse de la lumière. Notre vitesse est dispersée entre le temps et l'espace. Même les particules chargées ne peuvent atteindre la vitesse de la lumière, car elles ont également une masse. Les scientifiques tentent d'accélérer les particules subatomiques jusqu'à la constante de la lumière, en utilisant des accélérateurs linéaires à l'aide d'un champ électromagnétique. Mais leur vitesse est toujours de 99,99%. Cependant, à la fin du XXe siècle, les scientifiques ont découvert un phénomène étrange, à savoir ce que l'on appelle le FTL, c'est-à-dire le mouvement de particules plusieurs fois plus rapide que les photons. Ainsi, en observant la galaxie M87 et son jet, un faisceau de matière ionisée éjectait des galaxies à grande vitesse, un groupe de chercheurs a pris plusieurs photos du jet. Ils ont remarqué que le jet semblait se déplacer plus vite que la lumière. Cependant, il s'agit probablement d'une illusion d'optique causée par des photons qui ont été émis plus tard, presque à l'extrémité du jet, de sorte qu'il nous semble que la lumière qui en provient parcourt une distance plus courte. De plus, il existe un autre phénomène dans l'espace qui peut accélérer les particules à la vitesse de la lumière. Mais cette fois-ci, c'est vrai, les explosions magnétiques. Lorsque des champs magnétiques entrent en collision les uns avec les autres, ils peuvent souvent s'enchevêtrer. Si la tension entre eux augmente fortement, ils se sépareront, ce qui projettera toutes les particules chargées à une vitesse ultra rapide. Ce processus peut être considéré comme un accélérateur de particules naturelles. Cependant, il s'agit de mesures dans le vide. Rappelons que la lumière traverse un certain milieu, comme l'eau, plus lentement que dans le vide. Les particules chargées peuvent donc se déplacer plus vite que la lumière, mais dans une sorte de milieu. Les particules chargées peuvent donc se déplacer plus vite que la lumière, mais dans une sorte de milieu. La preuve d'un tel mouvement FTL est le rayonnement Cherenkov. Lorsqu'une particule se déplace plus vite que la lumière dans un milieu donné, elle polarise les autres particules, c'est-à-dire qu'elle les repousse ou les attire. Lorsque la particule chargée se déplace plus loin, les électrons sont renvoyés, ce qui provoque la lueur bleue de l'irradiation. Une particule subatomique hypothétique pourrait être un autre concurrent de la lumière et de la vitesse. En 1962, des scientifiques ont envisagé la possibilité de l'existence de particules qui seraient plus rapides que la lumière, avec l'inclusion de la RG. Mais dans leurs travaux, ils ont noté que ces particules pouvaient se déplacer plus vite que la lumière dès leur apparition, et non pas en augmentant leur vitesse, ce qui n'est pas contraire à la RG. Ces particules théoriques ont été appelées tachyons. Contrairement aux autres particules, un tachyon possède de l'énergie, mais sa masse au repos est imaginaire, ce qui signifie qu'il n'a de masse que lorsqu'il se déplace plus vite que la lumière. Il est également probable qu'un tachyon en approche soit invisible, car la lumière voyage plus lentement que lui. En particulier, on suppose qu'il accélère lorsqu'il perd de l'énergie. On pense qu'un tachyon se forme lorsque des rayons cosmiques très énergétiques frappent l'atmosphère terrestre. Jusqu'à présent, l'existence des tachyons n'a pas été confirmée et, par conséquent, la lumière peut être considérée comme la vitesse limite pour le moment. En outre, les tachyons peuvent conduire à des paradoxes temporels logiques. Pour plusieurs observateurs, un tachyon peut voyager dans le futur et dans le passé. Ainsi, si un tachyon peut voyager dans le temps, cela conduit au paradoxe causal classique,
par exemple, dans lequel un voyageur peut affecter sa propre existence et empêcher sa propre naissance ou s'envoyer un message à lui-même dans le passé. Cependant, un mouvement ultra rapide permet-il vraiment de voyager dans le temps? En fait, les déplacements plus rapides que la lumière ne sont pas nécessairement à l'origine des paradoxes. Pour un observateur, un vaisseau spatial dont la vitesse est supérieure à la constante de la lumière voyagera dans le passé et atterrira donc aussi dans le passé avant son décollage. Toutefois, selon la physicienne Sabine Hossenfelder, de tels paradoxes sont possibles du point de vue de la relativité restreinte et non de la RG. Ainsi, un autre observateur, par exemple, peut se déplacer avec la matière dans la même direction, en avant dans le temps, ce qui signifie que le navire, pour lui, ne se déplace qu'en avant et ne peut donc pas rompre la relation de cause à effet et atterrir d'abord, puis seulement décoller. En fait, le second observateur suit l'ensemble du processus et ne voit donc pas les violations logiques qui découlent du point de vue du premier observateur, qui croit que le navire se déplace en arrière. Nous ne pouvons donc pas simplement accélérer pour atteindre la vitesse de la lumière. Cependant, nous savons que la lumière voyage dans l'espace-temps. Et si nous pouvions courber l'espace de manière à ce que la lumière parcourt un chemin plus long que l'objet autour duquel l'espace est déformé? Cela semble fantastique, mais les scientifiques envisagent l'option du voyage dans l'espace. Ce concept s'appelle le moteur d'Alcubierre ou moteur de distorsion. L'idée est d'étirer la toile de l'espace en une vague, qui devrait hypothétiquement comprimer l'espace devant un objet, tel qu'un vaisseau, et dilater l'espace derrière lui. Ainsi, le vaisseau se déplacera essentiellement sur cette vague, dans une bulle de distorsion, à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Le moteur d'Alcubierre se compose de 3 parties. La bulle intérieure, ou espace passager, où le temps s'écoule plus lentement que dans l'espace général, et 2 parties extérieures. Une coquille d'énergie négative et positive, et un espace normal sans changement. Cependant, la distorsion nécessite une énergie négative conceptuelle, ce qui est impossible selon la RG, mais qui peut exister dans la théorie quantique en petite quantité. C'est l'un des principaux problèmes de cette théorie. Pour pouvoir la mettre en œuvre, il est donc souhaitable de trouver une méthode utilisant l'énergie positive. En 2021, l'astrophysicien Eric Lentz a pu développer un tel concept. Selon son modèle, une telle bulle devrait contenir un plasma liquide d'une masse énorme, environ 10% de l'énergie solaire, et des champs électromagnétiques qui seraient situés autour du vaisseau en forme de diamant. Une telle bulle serait capable de transporter le vaisseau, mais seulement à une vitesse proche de la constante de la lumière, ce qui signifie qu'un tel moteur ne serait pas capable d'accélérer jusqu'à la FTL. Jusqu'à présent, il est impossible de confirmer que le moteur à distorsion peut exister sans énergie négative, ni d'entamer des travaux expérimentaux sur ce sujet en général. Toutefois, si le moteur à distorsion peut fonctionner sans énergie négative, nous pourrons à l'avenir voyager vers des planètes lointaines beaucoup plus rapidement qu'avec la technologie actuelle. Une autre façon dont l'énergie négative pourrait hypothétiquement nous permettre de voyager dans le temps, en fait plus vite que la lumière, est de traverser les ponts d'Einstein-Rosen, ou trous de verre. C'est Einstein qui, le premier, a eu l'idée de l'existence de tels tunnels permettant de passer d'un endroit à l'autre de l'espace. On pense que les trous de verre peuvent être connectés à des distances gigantesques de plusieurs millions d'années-lumière. Cependant, bien qu'ils n'aient pas encore été découverts, les trous de verre sont très instables et peuvent donc disparaître rapidement sous l'effet de l'énergie négative. En outre, ils ne sont probablement pas aussi larges que nous l'imaginons. De plus, en raison de cette énergie, les trous de verre doivent être petits pour qu'une personne puisse les traverser. Par conséquent, tant que les scientifiques n'auront pas trouvé le moyen de maintenir les trous de verre stables et suffisamment grands pour confirmer leur existence, nous ne pourrons pas utiliser cette méthode de voyage. Enfin, la physique quantique offre un moyen hypothétique intéressant de transmettre des informations à des vitesses supérieures à la constante de la lumière. Cette méthode de communication FTL est appelée enchevêtrement quantique. En fait, l'intrication quantique est une combinaison inséparable de 2 quanta qui peuvent échanger des informations l'un avec l'autre plus rapidement que la lumière. Malgré la distance, les particules communiquent en changeant d'état
par exemple en modifiant leur spin ou leur énergie. Ainsi, au cours d'un voyage à longue distance dans l'espace, un astronaute pourrait envoyer un signal concernant une éventuelle vie sur l'exoplanète étudiée, et ce signal parviendrait presque instantanément au contrôleur. Cependant, en réalité, c'est leur variabilité et leur caractère aléatoire qui constituent le principal problème rendant improbable ce concept d'échange d'informations par FTL. Les quantas ne peuvent pas être mis dans un certain état pour transmettre des données, car les particules rompraient alors la connexion entre elles, et la particule dont l'état n'aurait pas changé afficherait des résultats aléatoires. La communication de cette manière serait donc impossible et n'atteindrait probablement même pas la vitesse de la lumière, car l'information ne peut être transmise à une vitesse supérieure à la constante de la lumière, selon la mécanique quantique. En outre, il est important de comprendre que l'intrication quantique ne nous permet pas d'envoyer des informations utiles plus vite que la lumière. En revanche, elle permet à deux observateurs de mesurer des résultats corrélés, mais ils ne peuvent pas contrôler le résultat pour transmettre un message. Cette limitation est connue sous le nom de théorème de non-communication. Par conséquent, si l'intrication est plus rapide que la lumière en termes de corrélation, elle ne viole pas la causalité, car aucune information utilisable n'est transmise instantanément. En général, l'idée d'un voyage ou d'une communication plus rapide que la lumière, FTL, reste spéculative et se heurte à de sérieux problèmes théoriques et pratiques. Les théories qui suggèrent des phénomènes FTL nécessitent souvent des conditions exotiques, telles que l'énergie négative, des particules hypothétiques, comme les tachyons, ou des constructions non prouvées, comme les trous de verre et les bulles de distorsion. En outre, même si ces méthodes étaient possibles, elles pourraient conduire à des paradoxes et à des contradictions avec notre compréhension actuelle de la physique, telles que des violations de la causalité. Ainsi, alors que le rêve de voyager vers des étoiles lointaines en peu de temps captive l'imagination, notre cadre scientifique actuel maintient la vitesse de la lumière comme une limite infranchissable pour la transmission de l'information et le transport de la matière. De futures découvertes en physique quantique, en relativité générale ou dans des théories entièrement nouvelles pourraient nous éclairer et modifier notre compréhension. Mais pour l'instant, la lumière reste l'ultime barrière de vitesse dans l'univers. Il s'agit du grand attracteur. Bien qu'invisible à nos télescopes, son influence gravitationnelle est si grande qu'elle affecte le mouvement de galaxies situées à des centaines de millions d'années-lumière, y compris notre Voie lactée. Mais qu'est-ce que l'attracteur? S'agit-il d'un trou noir supermassif, d'un amas de galaxies d'une densité colossale ou de toute autre chose? Et surtout, que signifie son existence pour nous, pour notre galaxie et pour l'avenir de l'univers? Dans cette vidéo, nous explorerons ces questions en nous penchant sur l'impact du grand attracteur sur notre galaxie et sur les défis que les scientifiques doivent relever pour observer cette région insaisissable du cosmos. Nous nous rendrons également au mur du pôle Sud, récemment découvert, un vaste amas de galaxies s'étendant sur au moins 700 millions d'années-lumière dans l'espace, et son lien intrigant avec le grand attracteur. Cette anomalie finira-t-elle par nous consumer ou a-t-elle encore une autre utilité dans le grand schéma de l'univers? Découvrons-le. Il y a une quarantaine d'années, des astronomes ont utilisé des télescopes pour scruter la poussière de la Voie lactée. Ils ont découvert que notre galaxie voyageait dans l'espace beaucoup plus vite que prévu. Imaginez, notre Voie lactée se déplace dans l'espace à une vitesse 2500 fois supérieure à la vitesse de croisière d'un avion de ligne, 55 fois supérieure à la vitesse de fuite de la Terre et même 2 fois supérieure à la vitesse de fuite de la galaxie elle-même. Mais d'où vient un tel mouvement? Voici le mystère. La théorie de notre origine, basée sur le Big Bang, nous dit que chaque point de l'univers devrait s'éloigner de tous les autres points. Cependant, les galaxies situées de part et d'autre de nous devraient se déplacer à la même vitesse de récession, ce qui ne devrait pas entraîner de mouvement net dans le cadre de référence de la Voie lactée. Le mouvement net peut provenir d'amas proches dans la distribution de la matière, comme un amas massif de galaxies. L'attraction gravitationnelle supplémentaire d'un tel amas peut ralentir et même inverser l'expansion de l'univers dans son voisinage immédiat. Mais dans la direction du mouvement de la Voie lactée, un tel amas n'est pas évident.
Il y a un excès de galaxies dans le voisinage général et un excès de rayonnement visible dans les télescopes à rayons X, mais rien qui ne semble suffisamment important pour expliquer les résultats. Alors, qu'observons-nous? Une superdensité de matière noire pure, ou bien la théorie actuelle de l'origine de la masse et du mouvement est-elle erronée? L'astronome Alan Dressler de la Carnegie Institution a retenu la première explication, en qualifiant pudiquement de grand attracteur la concentration de matière manquante. Mais le mystère du grand attracteur continue de nous déconcerter. Malgré tous nos efforts et la découverte de nouvelles galaxies, d'amas de galaxies et de nouveaux fils dans la toile cosmique, nous n'avons toujours pas trouvé de quoi expliquer notre mouvement. Le grand attracteur reste un mystère, attirant notre Voie lactée et nous laissant avec plus de questions que de réponses. Dans une vaste étendue d'espace, à quelques 220 millions d'années-lumière, se trouve une anomalie gravitationnelle connue sous le nom de grand attracteur. Cette région de l'espace, située dans le supergroupe de Laniakea, exerce une attraction gravitationnelle si forte qu'elle affecte le mouvement des galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière, y compris notre Voie lactée. Mais qu'est-ce que le grand attracteur? Le terme « grand attracteur » a été inventé pour décrire son influence gravitationnelle, mais il ne s'agit pas d'une entité unique, mais plutôt d'une région de l'espace présentant une forte concentration de masse. Cette masse est constituée non seulement de matière visible, comme les étoiles et les galaxies, mais aussi de matière noire, une forme de matière invisible et mystérieuse qui, selon certaines estimations, représente environ 85% de la masse de l'univers. Comprendre le grand attracteur, c'est un peu comme reconstituer un puzzle cosmique. Nous savons qu'il existe parce que nous pouvons observer ses effets gravitationnels, mais nous ne pouvons pas le voir directement parce qu'il est situé dans la zone d'évitement, une région de l'espace cachée par la poussière et les étoiles de la Voie lactée. Malgré ces difficultés, les scientifiques ont réalisé des progrès considérables dans l'étude du grand attracteur. Ils ont utilisé diverses techniques, telles que l'observation des rayons X, de l'infrarouge et de la radio, pour scruter la poussière et le gaz de la Voie lactée et mieux comprendre cette mystérieuse région de l'espace. Selon les informations disponibles à ce jour, le grand attracteur fait partie d'une structure plus vaste appelée l'amas Norma, qui est l'un des amas de galaxies les plus saturés que l'on connaisse. C'est dans cet amas que se trouve le centre du grand attracteur. L'amas Norma se déplace vers le grand attracteur à la vitesse stupéfiante d'environ 1340 mètres par seconde. Comme nous l'avons dit, l'influence gravitationnelle du grand attracteur s'étend sur une région de l'espace couvrant des centaines de millions d'années-lumière. Cette région, que nous appelons le puits de gravité du grand attracteur, comprend notre propre groupe local de galaxies, qui est attiré par le grand attracteur à une vitesse d'environ 370 mètres par seconde. Observer le grand attracteur n'est pas chose aisée. Il ne suffit pas de pointer un télescope dans sa direction pour l'observer. Le principal problème est son emplacement. Le grand attracteur est situé derrière la Voie lactée, dans une région que les astronomes appellent la zone d'évitement. Cette zone est remplie de poussière et d'étoiles, ce qui rend difficile l'observation directe du grand attracteur. Cela n'a pas empêché les astronomes d'essayer de percer ses secrets. Ils doivent faire preuve de créativité dans leur méthode, en utilisant différents types d'observations pour scruter la poussière et le gaz de notre propre galaxie. L'une des principales méthodes utilisées est l'observation de la raie de l'hydrogène neutre, d'une longueur de 21 cm. Cette faible raie peut être détectée par des récepteurs radiosensibles, ce qui permet aux astronomes de voir des milliers de galaxies dans le cadre de relevés à l'aveugle. L'avantage des ondes radio est qu'elles peuvent traverser la couche de poussière de la Voie lactée, rendant ainsi notre galaxie invisible. À la fin des années 1990, un groupe d'astronomes a commencé à utiliser le récepteur multifaisceau de Parkes, un instrument innovant situé en Nouvelle-Galles du Sud. La sensibilité et le champ de vision unique de ce récepteur ont permis d'effectuer des relevés radio de plus en plus sensibles du ciel. Ces relevés, combinés aux données des nouveaux relevés infrarouges effectués par le télescope spatial Hubble, ont permis aux astronomes de confirmer la présence de près de 80% des galaxies
situés dans la zone d'évitement. Les 20% restants sont trop profonds dans la Voie lactée pour être confirmés par les télescopes optiques ou infrarouges existants. La zone d'évitement est une région fascinante de l'espace. C'est comme un rideau qui cache une partie de l'univers à notre vue. Mais grâce à une technologie de pointe et à des techniques innovantes, nous avons pu jeter un coup d'œil derrière ce voile et voir des galaxies cachées. L'utilisation de relevés dans l'infrarouge a été cruciale. Ils nous ont permis de confirmer la présence de galaxies qui étaient auparavant cachées. C'est comme si nous disposions d'une torche capable d'éclairer les coins sombres de l'univers. Alors que nous continuons à explorer et à cartographier l'univers, une structure colossale, connue sous le nom de mur du pôle Sud, a été découverte dans la vaste étendue de l'espace. Ce mur, un voile de poussière et de gaz de galaxies, s'étend sur au moins 700 millions d'années-lumière. Il est si massif qu'il perturbe l'expansion locale de l'univers. Cependant, cette énorme structure, comme le grand attracteur, reste cachée derrière notre galaxie, la Voie lactée. Elle s'étend de la constellation de Persée, dans l'hémisphère nord, à la constellation d'Apus, à l'extrême sud. Malgré sa proximité et sa taille, elle est longtemps passée inaperçue, cachée dans un secteur assombri du ciel austral. Le mur du pôle Sud est une découverte récente, annoncée par une équipe internationale d'astronomes dirigée par Daniel Pomared, de l'Université de Paris-Saclay et R. Brent Tully, de l'Université d'Hawaï. Cette découverte a été rendue possible par la mesure des distances entre 18 000 galaxies situées à 600 millions d'années-lumière. Bien que le mur du pôle Sud ne soit pas visible pour nous, nous pouvons observer ses effets gravitationnels. Dans un univers en expansion, les galaxies lointaines s'éloignent de nous. Cependant, les galaxies situées entre la Terre et le mur du pôle Sud s'éloignent de nous un peu plus vite qu'elles ne le devraient, car elles sont attirées vers l'extérieur par l'énorme amas de matière du mur. À l'inverse, les galaxies situées au-delà du mur s'éloignent plus lentement, retenues par la résistance gravitationnelle du mur. Le mur du pôle Sud est un élément important de notre univers local. Il est aussi grand que le grand mur de Sloan, mais il est 2 fois plus proche de nous. Cependant, il passe encore inaperçu en raison de son emplacement caché dans la partie méridionale du ciel. Il est relié à la structure plus vaste du superamas de Laniakea, qui comprend le grand attracteur. Toutes ces structures sont interconnectées et influencent l'expansion locale de l'univers et le mouvement des galaxies. Le grand attracteur, le mur du pôle Sud et d'autres structures de ce type nous éclairent sur un autre mystère cosmique persistant, la direction que nous prenons. Imaginez que vous descendez une rivière dans un petit bateau sans rame. Le courant de la rivière, tout comme l'attraction gravitationnelle de ces structures cosmiques, guide le mouvement de votre bateau. Vous avez beau essayer de contrôler votre bateau, l'attraction du courant est trop forte et détermine en fin de compte votre trajectoire et votre vitesse. De même, notre galaxie est comme un petit bateau dans une rivière cosmique, guidé par l'attraction gravitationnelle de structures massives, telles que le mur du pôle Sud et le grand attracteur. L'avenir de notre compréhension de l'univers et du grand attracteur repose sur la poursuite de la recherche. Des astronomes australiens mènent plusieurs projets pionniers. L'étude 2MTF, initiée par Castro, a déjà fait des progrès significatifs en utilisant le télescope Parkes. Cette étude calcule les distances entre les galaxies et met en lumière la structure et les mouvements de l'univers qui nous entoure. Mais la recherche ne s'arrête pas là. L'étude Wallaby, qui doit débuter dans le courant de l'année, promet de repousser encore plus loin les limites de notre compréhension. Utilisant le télescope australien CIRO SK Pathfinder ou ASKP, cette étude nous permettra de sonder plus profondément l'univers radio. Parallèlement à ces études radio, l'Observatoire astronomique australien et l'ANU se lancent dans une nouvelle étude optique appelée TAIPON. Ce projet se concentrera sur les galaxies elliptiques, ce qui nous permettra de voyager dans des régions plus éloignées de l'univers. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivent, notre compréhension de l'univers est remise en question. Les théoriciens commencent à remettre en question la validité de la métrique de l'espace-temps que nous utilisons actuellement pour décrire l'univers. Il est même question de modifier la théorie générale de la relativité à grande échelle. Lorsque nous regardons l'étendue cosmique, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à l'avenir de notre univers.
Que signifie pour nous l'accélération de l'expansion de l'univers, due à l'énergie noire? Pour la Voie lactée? Pour notre grand attracteur? Pour les innombrables galaxies qui parsèment le paysage cosmique? L'univers n'est pas statique, il est en expansion, et cette expansion est accélérée par une force mystérieuse appelée énergie noire. Cette force est si puissante qu'elle étire le tissu même de l'espace-temps, provoquant la divergence des galaxies les unes par rapport aux autres. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des galaxies et des superamas? Et quel rôle joue le grand attracteur dans ce drame cosmique? Malgré l'expansion de l'univers, le grand attracteur continue d'exercer une influence gravitationnelle sur les galaxies qui l'entourent, dont notre Voie lactée. Revenons donc à la question brûlante. Le grand attracteur va-t-il nous engloutir? La réponse est non. Malgré son énorme attraction gravitationnelle, le grand attracteur n'est pas un monstre cosmique prêt à nous avaler tout rond. Au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, son influence gravitationnelle s'affaiblira. Dans un avenir lointain, alors que l'expansion de l'univers continue de s'accélérer, les galaxies qui sont actuellement attirées par le grand attracteur pourraient commencer à s'en éloigner. Les liens gravitationnels qui maintiennent les superamas ensemble s'affaibliront et ces structures massives pourraient commencer à se désintégrer. L'avenir de l'univers est une vaste mer cosmique en expansion constante, avec des galaxies comme des îles dérivant dans l'océan cosmique, s'éloignant lentement les unes des autres. Le grand attracteur, qui était autrefois une formidable ancre gravitationnelle, finira par perdre son pouvoir sur les galaxies qui l'entourent. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.